Alors, dans tous ces débats et dans l'actualité assez riche sur le sujet, on entend très peu les dirigeants des grandes entreprises, sauf devant les parlementaires britanniques ou américains. Euh, et ce qui serait intéressant, Cécile, ce serait de savoir un peu comment ces évolutions, elles sont vécues en interne actuellement. Quelques mots liés à des conversations que j'ai pu avoir. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, mais je pense que c'est assez significatif de la perception de certains directeurs financiers. D'une part, ce qu'ils soulignent très souvent, c'est que ces enjeux-là, liés à la fiscalité, sont aussi très liés à des questions de culture. Alors peut-être que dans une culture républicaine comme la France, un certain nombre de cadres, et notamment de ceux qui s'occupent des questions de fiscalité, sont plus sensibles à la nécessité de contribuer via l'impôt justement au développement économique du pays. Ce qui est beaucoup souligné par des gens que je connais qui sont plutôt dans des entreprises anglo-saxonnes, c'est que pour des anglo-saxons, eh ben, la question fiscale, c'est d'abord une question de coût à diminuer. Voilà, et donc de manière très, je dirais, légitime. Donc déjà, il y a une question de culture là qui est extrêmement forte et qui fait que finalement, ce qui est pour certains une responsabilité en termes de bonne gestion va rentrer complètement en tension avec l'idée d'une responsabilité citoyenne. Ça, c'est, je dirais, une première chose. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau de ces groupes, c'est que les questions ne sont jamais finalement abordées au niveau des filiales, c'est toujours au niveau des sièges qu'on a des compétences fiscales de haut niveau. Les filiales n'ont absolument pas leur mot à dire. Elles n'ont d'ailleurs pas du tout accès à des informations de manière globale, c'est toujours parcellaire. Bon, et puis évidemment, c'est le siège donc, qui organise tout ce qui est flux immatériel, prix de transfert, tout ce dont on vient de parler, les pratiques de ruling, de rescrit, et donc en s'arrangeant pour qu'il y ait des conditions favorables pour leur implantation dans un certain nombre de pays. Alors, il y a une autre chose qui je trouve assez frappante, c'est le fait que cette question concerne d'autant plus les entreprises qu'elles ont un risque fort de réputation et qu'elles ont beaucoup d'immatériel. Et d'une certaine manière, la conscience grandissante des enjeux pour les entreprises est liée à des questions essentiellement de réputation. Et de ce point de vue-là, alors j'essaie de réfléchir un peu avec certains directeurs financiers qui se posent des vraies questions, parce que pour le coup, là, je pense que leur conscience citoyenne leur fait dire qu'il y a vraiment il y a un déni de justice dans les pratiques actuelles. Alors ils sont le plus souvent extrêmement sévères à l'égard du principe de pleine concurrence, en disant que eux ne l'appliquent absolument pas, qu'il est inapplicable et inappliqué, et voilà, que donc il faut l'abandonner, et ils se réjouissent plutôt du rapport de l'OCDE en disant au moins ça permet de poser les questions en soulignant bien les pratiques de double exonération fiscale, et voilà, et pour ceux qui souhaitent que ça change, ils se réjouissent beaucoup de cette avancée-là. Alors, en réfléchissant avec certains, on se disait que ça serait peut-être un moyen, une autre manière de prendre les choses, ce serait aussi par la question de la responsabilité pénale, et notamment la responsabilité pénale des dirigeants. Alors, certains soulignent que dans le cadre de l'organisation des grands groupes, on a un directeur financier, souvent sous le directeur financier, on a le directeur fiscal, le directeur de la consolidation, le directeur du contrôle de gestion, le directeur économique. Ces personnes vont arbitrer en fonction du risque fiscal. Alors, un des problèmes à l'heure actuelle, c'est dans le mode de rémunération même de certains d'entre eux, par exemple les directeurs fiscaux. Il se peut qu'un directeur fiscal ait un bonus d'autant plus élevé qu'il contribue à faire de l'optimisation fiscale pour son groupe. Et donc là, on voit bien qu'évidemment, lui a tout intérêt à aller dans le sens de pratiques entre guillemets anti-citoyennes. Donc une manière de faire, ce serait de pouvoir dire que d'une part, puisque ces personnes arbitrent en fonction du risque fiscal, il faudrait que le risque soit plus grand qu'il n'est à l'heure actuelle, que la valeur de l'amende possible soit extrêmement élevée, on pourrait dire plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, et certains soulignaient que la question, ce n'est pas forcément le plus de contrôle, parce que là, on retomberait dans des lourdeurs administratives impossibles, mais plutôt le fait que le contrôle, peu de contrôle, mais avec un effet maximal possible. Donc, augmenter le risque fiscal pour les entreprises, puis donc que ces personnes aussi puissent être responsables pénalement, notamment le directeur fiscal. Alors, une des personnes avec lesquelles je parlais me disait, mais en fait, dans le fond, il faudrait qu'on oblige, que l'État oblige à ce qu'il y ait une forme de double loyauté du directeur fiscal, à la fois à l'égard de son entreprise et à l'égard de l'État, où l'entreprise se situe.
C'est-à-dire qu'il faudrait, pour qu'ils puissent agir de manière plus responsable, avoir un statut protégé, de façon à assurer son indépendance, et de pair avec une obligation de déclaration indépendance, et puis la recherche de pratiques fiscales justes. Et on pourrait très bien imaginer que ces directeurs fiscaux aient à certifier les déclarations faites, par exemple en France, dans le cadre de la loi NRE, à propos des recettes fiscales de l'entreprise. Tout ça, ce n'est pas des élucubrations de ma part, c'est vraiment lié à des conversations avec des directeurs financiers de groupes du CAC 40, enfin, voilà, qui ne veulent pas s'exprimer publiquement, mais qui trouvent que cette question de la pénalisation des responsables fiscaux pourrait être un moyen, peut-être assez simple, de faire avancer les choses. Alors voilà. Et ce que d'autres soulignaient, c'est que par exemple sur la question d'abus de droit, cette notion d'abus de droit fait que normalement les entreprises n'ont pas le droit d'utiliser une disposition fiscale uniquement à des fins fiscales. Or, on voit bien comment c'est quand même assez souvent le cas. Donc on pourrait renforcer cette notion d'abus de droit. Et puis, alors là, moi je reviens pour ceux qui s'intéressent dans nos 20 propositions pour réformer le capitalisme. La proposition 15 est sur cette question des prix de transfert et notamment ce qu'on proposait en dehors du fait d'appliquer en gros le principe de l'apportionment américain, en gros l'idée d'une assiette fiscale consolidée, ce qui se fait aux États-Unis, au niveau des États-Unis, de le faire au niveau mondial. Alors, c'est peut-être irréaliste à court terme, mais en tout cas, réfléchir à une manière d'avoir accès à la fois à ce qui se passe pays par pays, justement, c'est ce qui est relayé par le CCFD et autres organisations, pour avoir une idée de la manière dont les entreprises ont la masse salariale, le chiffre d'affaires, les investissements réalisés, les flux intragroupes de dividendes, tout ça, reporting pays par pays, c'est une manière d'essayer d'avancer vers une assiette fiscale consolidée à l'échelle mondiale. Voilà. Et puis, il y aurait des choses à dire sur l'interrogation sur les marques et le fait que les marques, le plus souvent, ne sont pas inscrites à l'actif des bilans et que pourtant, les entreprises continuent à se faire rémunérer sur les marques, enfin, faire rémunérer par leurs filiales, ce qui pose quand même un petit problème aussi en matière de comptabilité. Voilà. Je voudrais vous reposer une deuxième question, c'est que vous avez parlé du statut des directeurs fiscaux et de la nécessité des questions de certification. Il y a aussi justement des professionnels dont le métier est de certifier des comptes. Et ces mêmes cabinets, on parle des Big Four en général, sont aussi des promoteurs de conseils en matière d'optimisation fiscale. Donc comment arriver à découpler un peu ces deux fonctions qui peuvent être quand même, qui peuvent se confronter et aggraver la situation? C'est vrai qu'il y a un vrai conflit d'intérêts. Et puis, indépendamment de ces Big Four, il y a aussi tous les cabinets d'avocats d'affaires, dont on parlait tout à l'heure. Je me rappelle de conversations avec des amis qui sont avocats d'affaires. Et au moment là où j'essayais de voir ce qui était possible, et en allant interroger les uns et les autres, là, il y a une dizaine d'années de ça, et ben, certains m'avaient dit à l'époque, et je pense que ça n'a pas tellement changé, qu'ils estimaient que 60% du chiffre d'affaires de leur cabinet d'avocats était lié à du conseil en optimisation fiscale. Enfin, ça rejoint les chiffres donnés par rapport aux Pays-Bas tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des montants colossaux. Et évidemment, du coup, ça rend, y compris de la part de ces personnes, parce que moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que ça devrait quand même être l'occasion d'une réflexion de la part aussi de ces professionnels et une responsabilité de leur part à soulever les tensions qu'ils perçoivent entre leur activité professionnelle et des questions d'équité sociale. Mais quand on gagne tant d'argent à ces pratiques, ben ça devient beaucoup plus difficile de critiquer en gros le système qui vous nourrit. Donc il me semble que là, tout ce qu'on pourra faire pour favoriser aussi une expression de ceux dont le métier consiste à se livrer à ce type de pratique, ça veut dire aussi, alors ça c'est peut-être parce que c'est mon dada du point de vue universitaire, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on va